Donc, Aîné Wandi s'est inscrit dans la lutte de la libération, de l'autonomie et de l'indépendance du fait. Monsieur Wandje a été un criminel redoutable, barbare, qui a effectué des meurtres terribles dans le Mungo. Si tu veux que je t'envoie voir des familles qui pleurent encore leur mort. Elibi Lobe continue, marche tous les jours avec la Bible. Et je vais vous faire une révélation. Je n'aimerais pas heurter la sensibilité de vos téléspectateurs. La Bible qu'Abel Elibi Lobe utilise tous les jours sur tous les plateaux, il interprète des simples écritures. Retenez votre souffle, dans cette Bible, celui qu'on appelle Dieu a tué. Le mot n'est pas fort. Entre 20 millions et 25 millions de personnes. Je répète ici que Ernest Wandje était un bandit. Il n'était rien d'autre. Il y a plus de 50 ans, Aîné Wandje a été assassiné. Nous parlons de lui aujourd'hui. Je ne suis pas sûr qu'on parle autant de lui, Omniobe, comme on parle d'Aîné Wandje. Et ce jour que Aîné Wandje a été sauvagement assassiné, ils étaient trois. Il y avait Tobe, il y avait Foti, mais pourquoi on ne parle pas des deux autres? C'est de lui seul. Ça parle là de la stature, même mystique, de la stature spirituelle, de la statue héroïque qu'incarnait cet homme-là. Et l'histoire raconte que même ayant pris une balle, il n'est pas mort sur le coup. Monsieur Elibi Lobe, je peux le dire avec les mots et avec des mots très simples et qui ont un sens. Il est foncièrement tribaliste. Et il a une haine viscérale contre les Bamileke. Il y a des entreprises, justement, comme il le dit, que même parmi les Bamileke, pour y travailler, il faut être du gars du village. Il faut être tchang pour travailler là-bas. Il faut être bafam. Donc quand tu entres des pots de te recul le matin, tu comprends que tu es étranger. J'ai dit parmi les Bamileke, tout le monde parle d'autres langues. Il y a de cela quelques jours, M. Abel Elibi Lobe nous a accordé une interview au cours de laquelle il a tenu des propos qui ont profondément choqué une partie de l'opinion publique camerounaise. Parmi ses déclarations les plus controversées, il a affirmé qu'Ernest Wandje était selon lui un grand bandit responsable de meurtres terribles dans le Mungo et qu'il ne saurait en aucun cas être considéré comme un héros national. Ces propos ont suscité de nombreuses réactions, notamment dans les milieux universitaires, intellectuels et parmi les chercheurs qui travaillent sur l'histoire des luttes de libération au Cameroun. À la suite de cette interview, un enseignant-chercheur, M. Faustin Kamge, nous a contacté pour exercer un droit de réponse, estimant que ces déclarations posent un problème historique, scientifique, mémoriel, mais aussi politique. Ce soir, notre objectif n'est ni l'invective, ni le procès d'intention, mais l'éclairage, la mise en perspective historique de la recherche de la vérité dans un esprit de responsabilité et de cohésion nationale. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue sur Cameroun Investigation. Vous savez déjà la chanson. Je vous prie, s'il vous plaît, de vous abonner pour continuer à recevoir les notifications de nos différentes interviews. Nous donnons donc la parole à l'histoire, aux faits et à l'analyse. Bonsoir, monsieur Faustin Kamge. Bonsoir, Brice. Brice, oui. Bonsoir, Brice. C'est un plaisir. Et je profite de l'occasion pour saluer le travail que vous faites. Que vous faites dans l'éclairage de la lanterne de vos auditeurs et de vos téléspectateurs. C'est vraiment un travail de fou. Merci beaucoup. Comment vous allez, M. Faustin? Oui, bon, à part un peu de chaleur à Douala et la poussière à gauche, à droite, avec les états l'état de nos routes qui sont vraiment alarmants, ça va, on est là. Ok. Vous avez voulu faire un droit de réponse à l'endroit de M. Abel Elibi Lobe. Et en tant qu'enseignant-chercheur, comment avez-vous accueilli les propos de cet homme politique qualifiant d'Ernest Wandje de grand bandit qui a commis des meurtres terribles dans le Mungo? Eh bien, Brice, si j'ai l'opportunité de m'exprimer dans votre micro aujourd'hui, je sais à qui je le dois. Je le dois évidemment au père fondateur, n'est-ce pas, du Cameroun. Je vais citer notamment les grands
héros indépendantistes, Martin Paul Samba, Rudolf Douala Mangabel, Ruben Oumniobé, Félix Moumier et bien sûr Ernest Ouandi. Et les propos de ce, excusez-moi le mot, ma langue ne se mettra pas vraiment en place pour prononcer son nom, de ce personnage, m'a profondément et beaucoup de la classe intellectuelle choqué parce qu'il était carrément en dehors de l'histoire. Nous avons besoin de construire le Cameroun, il faut le dire, nous sommes une nation jeune et nous ne pouvons pas construire cette nation-là sur la base des élucubrations brumeuses sans fondement scientifique. Ce n'est pas ce que nous voulons enseigner à nos enfants, dire que ceux-là qui se sont levés pour mener des combats de dignité, des combats de fierté, des combats héroïques, qu'à la fin de ces combats-là, soient traités de bandits. Alors là, j'ai trouvé que c'est inacceptable et ne rien dire, ce serait cautionner l'imposture. Est-ce que M. Ernest Ouandi avait commis des meurtres dans le Mongo? Aucun historien sérieux ne peut le dire. Aucun livre de l'histoire sur la crise ou la guerre de l'indépendance au Cameroun ne statue réellement sur les faits que Ernest Ouandi aurait commis des meurtres. Sauf qu'il y a eu des dégâts collatéraux. Il y avait aussi en ce temps-là des bandits déguisés en UPCistes ou encore en leaders indépendantistes qui ont commis des exactions. Il y a eu des meurtres dans le Mongo et un peu au pays Bambileke. Et permettez-moi de planter le décor dans l'histoire, parce que c'est important de le savoir. C'est l'armée française qui a piloté l'armée camerounaise. Les deux ont commis des meurtres allant entre 800 000 morts à 1 million de morts. On a rasé 156 villages dans l'ouest Cameroun et bien sûr dans le Mongo. On a rasé 106 écoles, 103 hôpitaux, 46 dispensaires, plus de centaines de ponts qu'on a détruits. Et sans combler, quand on parle de raser, ça veut dire presque effacer ces villages-là. Alors, les leaders indépendantistes étaient dans la posture de défense. Et vous êtes sans ignorer que la France a autorisé, et pour la première fois, je crois qu'elle n'a plus jamais fait ça, dans la guerre, le Népal, qu'on a versé dans l'ouest du Cameroun sur des gens, et c'est une poudre qui fait brûler les gens vivent. Alors, dire que quelqu'un qui est en train de se défendre, parce qu'il pense qu'il faut l'indépendance, il faut l'autonomie, il faut être libre, et qu'il se défend parce que lors des dégâts collatéraux, il y aurait eu quelques assassinats. Alors là, l'amputer à Ernest Ouandi, ce serait non seulement méconnaître l'histoire, mais ce serait très dangereux et c'est même criminel de le dire. Donc vous connaissez quand même qu'il y a eu des meurtres, mais que c'était considéré comme des dégâts collatéraux. Qui pouvaient être considérés, mais nulle part on ne peut amputer ces meurtres-là à ce leader, à ce héros national on ne peut pas lui amputer cela. On n'a pas des faits historiques et scientifiques qui prouvent qu'on l'a vu en train d'égorger, comme j'ai entendu le dire dans votre micro. Non, il y a eu, évidemment, quand il y a la guerre, il y a le désordre. Et il faut même se demander pourquoi ces gens-là se retrouvaient dans la clandestinité. C'est ça le décor de l'histoire. Est-ce que quand ils ont commencé le mouvement, ils ont commencé à créer le désordre? C'est parce qu'on a interdit l'UPC des essais on a commencé à pourchasser les leaders de l'UPC et bien sûr Oumniobé qu'on a assassiné le 13 septembre 1958, Philippe Moumier qu'on a empoisonné et Ernest Ouandi qui est resté l'un des leaders, il a eu le courage, a eu la bravoure, n'est-ce pas, de continuer le combat, et était obligé de rentrer dans la clandestinité. Maintenant, si de part et d'autre, il y a eu quelques exactions et que ça lui retire le fait qu'il a eu un jour l'idée de défendre un combat de dignité, un combat de fierté, de dire laissez notre pays, nous pouvons gérer ce pays par nous-mêmes. Le traité de bandit, je pense que c'est grave. Et M. Abel Elibi-Lobé fait savoir qu'il continuait de combattre même après que l'indépendance avait été proclamée. On a donné l'indépendance au Cameroun. Est-ce que nous sommes libres? Est-ce que nous sommes indépendants? L'indépendance commence par l'indépendance économique.
nous continuons au XXIe siècle à utiliser le franc CFA, qui veut dire monnaie colonie française d'Afrique. C'est ce que CFA veut dire. Au soir de l'indépendance, De Gaulle, en passant par Debré et bien d'autres, Jacques Foccart, vont obliger les esclaves de salon, je vais le dire, ceux qui ont voulu servir les Blancs, à signer 8 accords coloniaux. Les 8 accords coloniaux liaient les mains, n'est-ce pas, des Camerounais, ne les rendaient pas libres. Et il y a eu Diké, le roi des Bazous, qui pensait que non, il fallait d'abord l'indépendance économique et plus tard l'indépendance politique. Et l'idéologie de l'UPC, c'était la réunification et l'indépendance après. Je pense que depuis 2016, par là, la crise anglophone a éclaté. Donc si on avait résolu ce problème-là au départ, comme l'UPC voulait, en résolvant d'abord la réunification, en ayant l'indépendance totale, ne pas accepter une indépendance qu'on octroyait. Et même pourquoi il y a eu ces vagues d'indépendance. Après la guerre de 1900, la Deuxième Guerre mondiale, même la Première Guerre mondiale, les Noirs, qu'on va appeler les tirailleurs sénégalais, vont se rendre compte au champ de bataille que les Blancs mourraient au même titre qu'eux. Il y aura donc des mouvements révolutionnaires en Afrique et partout. Et pour calmer ces mouvements révolutionnaires, on va leur donner un pseudo, la mascarade, qu'on appellerait l'indépendance, et passer par là, faire ce qu'on appelle la néocolonisation. Nous ne sommes pas libres, nous ne sommes pas indépendants. D'un point de vue historique, qui était réellement Ernest Ouandjé? Et dans quel contexte politique ou bien colonial et militaire s'inscrivaient ces actions? Ernest Ouandjé était un leader, c'est un enseignant d'abord. Et je vais rappeler la thèse de Montaigne au XVIe siècle qui parle de la notion de tête bien faite et la notion de tête pleine. Un enseignant n'est pas n'importe qui. Ce n'est que dans notre pays qu'on clochardise ces hommes, ces femmes qui sont très valeureux et qui donnent de leur savoir pour perpétrer, n'est-ce pas, la progéniture. Ernest Ouandjé était d'abord un enseignant. Un enseignant qui a accepté de travailler un peu partout au Cameroun. Je pense qu'il était à Idéa et il officiait. Il a accepté de rejoindre le mouvement de l'UPC. Et ce mouvement-là avait pour seul credo l'indépendance, la réunification. Je ne vois pas ce qu'il y a de mal de demander qu'on se réunisse d'abord et qu'on soit indépendant. Pourquoi qu'avons-nous fait, nous les Noirs, de rester chez nous, de vivre comme nous vivions? Les gens viennent commencer à nous coloniser, nous imposer leur culture, nous imposer Dieu. Alors, il était ce leader. Et lorsque les autres leaders sont partis, tués, assassinés, il a accepté de continuer la lutte et de mener la lutte et de rentrer dans la clandestinité parce que les colons français, l'armée camerounaise, fille de l'armée française, avait l'avait contraint à aller dans la clandestinité. Et même dans la clandestinité, il avait instauré un tribunal dans sa clandestinité pour juger les problèmes. Donc venir aujourd'hui dire que c'était un grand, parce qu'il le dit en insistant, et ce personnage, il pense qu'en parlant, en faisant des gestes simiesques, c'est avoir raison. Non, il n'a aucun argument. Je pense qu'il est tellement embaumé, spiritualisé par le racisme, le tribalisme, qu'il n'arrive pas à comprendre que non, s'il a aujourd'hui l'opportunité de rire, de sourire, de marcher même un peu dans la rue, c'est parce que ces gens-là ont été courageux, ils ont été braves. Donc, Ernest Ouandjé s'est inscrit dans la lutte de la libération, de l'autonomie et de l'indépendance vraie. Donc vous estimez, vous dites que M. Abel Elibilobe est animé par autre chose. Vous avez dit le tribalisme, que réellement c'est qu'il devrait... Bien sûr, parce qu'il s'acharne contre un seul, je vais dire quoi, un seul héros national, parce que la loi de 91/022 de 1991 déclare dans son article 1 alinéa 1 les héros, réhabiliter les héros nationaux, parmi lesquels Amadou Ahidjo, Niobé, Félix Mounier, et le quatrième nom, magistralement, c'est Ernest Ouandjé. Je ne peux pas comprendre, il faut qu'on m'explique. Parmi les quatre, Ernest Ouandjé était le seul. Non, parmi les héros qu'on a réhabilités, le document se trouve sur le site de la présidence. Est-ce qu'il était le seul Bamileke parmi les héros réhabilités? Pour l'instant, j'ai dit parmi les quatre, non. Oui. Le document, je ne suis pas allé plus loin. Mais j'ai dit, regardons. Maintenant, je me pose la question, pourquoi il ne parle pas autant de Robert Niobé? Pourquoi il ne parle pas autant de Martin Paul Samba? Qui, en fouillant, on comprend aussi qu'il avait des casseroles. Quand Martin Paul Samba revient de l'Allemagne, il a aidé les colons allemands à
colonisé pendant 8 ans le Grand Sud. Est-ce qu'il y avait des meurtres? Est-ce qu'il y avait des meurtres? Bien sûr. Pourquoi? Parce qu'il reçoit une flèche empoisonnée, c'est ça qui le rend impotent et qui l'armée allemande. L'armée allemande, on l'aide à se resocialiser. Donc, est-ce que le fait d'avoir aidé les colons allemands à coloniser le Sud, à perpétrer des meurtres aussi, aller jusque dans la Damawa, ne fait pas de lui un héros? Ah non, c'est un héros national. Et si on peut continuer, Albert et Libby Lobé continue, marche tous les jours avec la Bible. Et je vais vous faire une révélation. Je n'aimerais pas heurter la sensibilité de vos téléspectateurs. La Bible qu'Abel et Libby Lobé utilisent tous les jours sur tous les plateaux, il aime bien pas de saintes écritures. Retenez votre souffle. Dans cette Bible, celui qu'on appelle Dieu a tué. Le mot n'est pas fort. Entre 20 millions et 25 millions de personnes. C'est la Bible, hein. Des religieux, Sodome et Gomorrhe, les Égyptiens qui vont mourir dans l'eau et que aujourd'hui c'est prouvé scientifiquement que Ramsès II n'est pas mort dans l'eau. Il vit ça tous les jours. Paul, qu'il aime bien citer en 1 Timothée, ceci, Paul était celui-là qui persécutait, qui tuait les chrétiens. C'est sur la route de Damas qu'il va reconnaître, qui va rencontrer, entre guillemets, cette lumière, qui va le faire qu'il change. Gandhi, qui est célébré aujourd'hui en Inde, Gandhi traitait les Noirs de kafirs. C'est extrêmement péjoratif et pour lui, il pensait que non, le Noir est tellement sous-homme qu'il est là pour servir le Blanc. Et il était un héros en Inde. Il dormait même avec ses nièces parce qu'il disait qu'il voulait tester sa chasteté. Mais est-ce que ça fait de lui en Inde? On va parler de Gandhi comme ça en Inde? Non, c'est pas vrai. Dernièrement, BBC a fait, sans publicité, un documentaire sur le grand pasteur T.B. Joshua. J'ai regardé à 4 volets ce documentaire qui donnait un visage très sombre. Je dis bien très très sombre de T.B. Joshua. Mais Tinubu, le président nigérien et le Parlement ont dit non. Nous le reconnaissons comme un pasteur, point. Or, il y avait des témoignages, des gens qui étaient avec lui jusqu'à la dernière minute qui donnaient le vrai visage de cet homme de Dieu-là. Et même dernièrement, il y a une autre qui était même son interprète qui a continué à faire des déclarations qui pourraient entacher son image. Un héros n'est pas un saint. Il faudrait qu'on le comprenne. Mon objectif en tant qu'enseignant, c'est de sauver ceux qu'on peut sauver, de dire la vérité aux jeunes qui sont en train de nous écouter, qui comprennent l'histoire de notre pays, que les Camerounais, je ne vais pas citer les Bamileke de peur de faire la suprémaciste Bamileke, à main nue, Ibrahim Traoré l'a dit dernièrement, à main nue, ont affronté de manière héroïque, il faut le dire avec force, la résistance. Ils ont accepté de perdre de leur vie, leur pro, des villages, des maisons ont été entièrement rasés dans l'Ouest Cameroun. Et lorsque je le dis souvent, c'est avec beaucoup de colère, parce que j'ai un parent qui a les séquelles de maquis, j'ai mon grand-père qui avait été assassiné dans ces choses-là, alors qu'il ne revendiquait rien, même ma maman est passée par là. Donc, pour faire comprendre qu'il ne faut pas se lever, heurter des sensibilités tout le temps, parce que X est Bamileke, se mettre à jeter ces choses. Il faut enseigner l'histoire aux jeunes Camerounais. Tout à l'heure, vous avez parlé vous avez pris l'exemple sur la Bible. Vous avez dit que si M. Abel et Libby Lobé dit que qualifier Ernest Ouandjé de bandit à cause de ce qui se serait passé... Il ne devrait pas lire la Bible. En fait, on devrait également qualifier Dieu de grand bandit. Non, pas dit qu'on qualifierait Dieu. Bon, ce que la Bible appelle de Dieu, ce que la chrétienté nous présente, pas la Bible, comme Dieu, je dis, a tué entre 20 millions et 25 millions de personnes. C'est biblique. Le diable, les meurtres du diable dans la Bible se comptent au bout de doigts. Ça n'atteint pas plus de 10. La plus grande faute que le diable a commis dans la Bible, c'était entre guillemets dans le jardin d'Éden. Mais après ça, on va vous dire que Dieu va tuer les Philistins. Bon, on continue. Donc, malgré cela, il est vénéré. Bon, il est vénéré aujourd'hui. Okay. Peut-on donc analyser les luttes de libération nationale avec les mêmes grilles que le grand banditisme? Non, on doit plutôt les célébrer chaque jour. Il devait même avoir dans ce pays des rues qui portent leur nom. Il devrait avoir dans ce pays des effigies à leur nom. Il devait avoir dans ce pays une journée de célébration des héros. Ah oui, monsieur. Combien sont-ils des personnes qui se mettent devant l'arme sans rien et commencent à combattre? Il faut avoir du courage, de la bravoure pour le faire. Il faut même qu'on définisse ce que c'est qu'un héros. Un héros, c'est celui qui, pas comme il dit, poser des actions extraordinaires. Extraordinaire relève du domaine de la métaphysique. C'est quelqu'un
qui est sorti du temps pour entrer dans l'histoire. Il y a plus de 50 ans, Aîné Wandji a été assassiné. Mais nous parlons de lui aujourd'hui. Je ne suis pas sûr qu'on parle autant de lui, Oumniobé, comme on parle d'Aîné Wandji. Et ce jour que Aîné Wandji a été sauvagement assassiné, ils étaient 3. Il y avait Tobe, il y avait Forti, mais pourquoi on ne parle pas des 2 autres? C'est de lui seul. Ça parle là de la stature, même mystique, de la stature spirituelle, de la statue héroïque qu'incarnait cet homme-là. Et l'histoire raconte que même ayant pris une balle, il n'est pas mort sur le coup. Les autres sont tombés raidement, lui il est resté. Et c'est un Français, un soldat français qui est venu l'achever. Pourquoi on ne doit pas restituer l'histoire de cette façon-là à Brice? Aux jeunes qui nous regardent, aux jeunes qui nous écoutent. Qu'est-ce que nous voulons léguer à la jeunesse? Leur dire que non, tous ceux-là qui ont fait ici parce qu'on aurait cassé le champ de maïs quelque part. J'ai dit mon grand-père a été assassiné par les maquisards, bien sûr. Je n'ai jamais vu mon grand-père. Je ne sais pas où il a été enterré. Mais est-ce que ça fait des maquisards? Pourquoi on les appelait maquisards? C'est parce qu'on a voulu transformer leur lutte au grand banditisme. On doit regarder l'histoire avec les lunettes des scientifiques, faire des fouilles archéologiques, redonner au destin, célébrer ceux-là qui ont pu avoir ce courage-là et sortir carrément du cocon de la tribalisation. Quel est le rôle de l'État dans tout ça? Bon, l'État, j'étais en train de le dire tantôt, l'État reste muet. L'État a fait ce que l'État fait très souvent, a reconnu voilà, les héros, et reste tranquille. Et l'État, en réalité, devrait, après l'émission, c'était d'abord sur Info TV, après l'émission, les gendarmes devaient l'attendre pour qu'il réponde de ses actes. Est-ce que vous pensez que l'État protège la mémoire de ces héros-là? Pas exactement. Sinon, pourquoi sur les plateaux de télé, on serait en train de salir leur mémoire? Je vous pose la question, combien de lycées au Cameroun portent le nom de ces héros? Je pense qu'en Guinée-Conakry, un lycée porte le nom de Félix Mounier. Qu'est-ce qui cache le silence de l'État selon vous? L'État, comme toujours, notre pays, comme toujours, entretient le mystère. Le mystère je vais dire quoi, de protéger le poste du roi. Vous savez ce que je veux dire? On n'est pas là pour développer, on n'est pas là pour changer. Sinon, quand Elie Bilobé vous dit à Douala, quelqu'un ouvre sa quincaillerie, il n'aurait plus que ses frères. Mais j'attendais qu'ils disent en même temps qu'il y a des concours dans ce pays. Il n'y a qu'une seule tribu qui passe ce concours-là. Quel concours? L'ENAM. J'attendais. Mais dans ce concours, il y a également. Oui, mais minoritaire. J'attendais qu'ils critiquent de manière véhémente l'équilibre régional. Pourquoi l'équilibre régional? Il faut qu'on dise la vérité aux gens. C'est parce qu'on veut freiner un peuple qu'on dirait, entre guillemets, pourrait coloniser d'autres peuples. Or, quand on veut quel peuple pourrait coloniser d'autres peuples? Le peuple kabamité. Pourquoi? Qu'est-ce qu'ils ont de nouveau? Non. Albert, les gens comme Albert et Elie Bilobé, la politique de ce pays, même Jean de Dieu, le ministre, l'avait dit, que on ne permet pas qu'il y ait un peu de guerre, que chacun puisse avoir quelque chose. Je suis en train de le paraphraser. Les autres finiront par dominer d'autres peuples. J'aurais voulu de ce très grand homme de loi qu'il dise que copier chez les autres ce que vous n'avez pas. Je vous explique, nous sommes à l'université dans les années 2006. Beaucoup de nos camarades sortaient de l'Ouest. On avait stigmatisé les filles et les garçons qui sortaient de l'Ouest. Vous êtes Tcham, vous êtes un porc, vous êtes sale, vous ne savez pas vous habiller. Les gens avaient même honte de dire je suis Tcham. Vous êtes une fille de l'Ouest, on vous appelait les filles Ndjouksa. Oh, elle ne sait pas s'habiller. Plus loin même, elle se couche sur le lit quand elle veut faire l'amour comme un bois sec. Ndjouksa, pour ceux qui ne comprennent pas. Ndjouksa, sauvage, non? Des filles sauvages, des filles pas stylées. C'était ça. Ah bon, non. C'est plutôt les autres qui étaient stylés, les Bassa, les bien d'autres et autres. Mais nos filles n'ont pas pris ça comme une insulte. Il me semble qu'aujourd'hui, au Cameroun, quand on peut citer les 5 plus belles femmes du Cameroun, je ne dis pas qu'elles sont toutes bamilekées, mais il y en a qui sont bamilekées. Je vais citer, en passant, Muriel Blanche, elle est bamilekée. Mimi, la chanteuse, elle est bamilekée. Je peux citer Coco Emilia, et j'en passe. On peut faire une litanie de ces belles filles-là. Elles n'ont pas pris les injures pour s'apitoyer sur les Dupons et bien d'autres. Et bien sûr, j'ai dit que les 5, je ne suis pas comme les autres, je suis Camerounais, j'accepte tout le monde. Alors, elles n'ont pas pris ces invectives-là comme une insulte, elles en ont fait les pieds d'achoppement.
pour changer. On disait que non, le français, les Bamileke ne savaient pas parler français, ils avaient leur accent. Et quand ils parlaient à l'université, on se moquait d'eux. Aujourd'hui, je pense que lorsqu'on regarde même sur le plan littéraire au Cameroun et même du droit, on peut pas citer 5 juristes en Afrique, je ne voulais pas exagérer pour dire au monde, sans citer les Bamileke parmi eux. Donc, il faudrait que ça cesse. L'autre jour, j'étais assis quelque part dans un bar, après son interview, votre interview avec ce personnage-là. J'ai vu, il était 22h, un jeune qui est en train de se balader pour vendre le Coca-Cola. Et du coup, une autre jeune fille, presque 17 ans, elle est entrée, elle avait les caleçons là, des soutiens, enfin, dans des bars, sur les 22h. Pourquoi les autres tribus ne peuvent pas courir? Mais rien ne disait qu'ils étaient Bamileke. Non, je me suis approché. Je fais aussi un peu dans l'investigation et je sais que ce sont eux. Là, vous allez voir, ces mêmes gens qu'on dit que ce sont les Tchans, très souvent, quand ils sont arrivés dans la ville de Douala, surtout parce que même on était identifié, et il y a on va revenir sur les notions d'allogène, d'exogène et bien d'autres choses, alors qu'il n'y a que les Pygmées qui sont les Camerounais réellement. Quand ils arrivent à Bonabéry, un peu partout, vous allez voir qu'ils sont dans les zones les plus marécageuses. Ils vont se battre, ils vont rentrer. 10 ans plus tard, cette zone sera un peu sèche. On va leur dire que non, ils ont pris les terrains, ils ont arraché les terres et bien d'autres. Quand je regarde par exemple en Mboko, on sent que c'était une zone il y a 50 ans en arrière, c'était l'eau. Mais ceux qui y vivent majoritairement, et on appelle même ça village, sont les Bamileke, qui ont réussi à repousser l'eau. Les autres tribus devraient avoir ce boisement, ce reboisement, ce foisonnement de compétences. Essayer de dire, ok, qu'est-ce que je prends chez les Douala? Les Douala, entre guillemets, sont élégants, on se bat pour être comme eux. Les Bamileke, entre guillemets, je ne sais pas si c'est vrai, sont des travailleurs. Comment vous faites chez vous? Le comment nous faisons a permis au 19e siècle de développer les progrès scientifiques et techniques, la curiosité, la collaboration entre les chercheurs. Maintenant, si on dit, oh, il travaille beaucoup, le plus riche au Cameroun n'est pas Bamileke. Je crois que c'est Baba Dampolo, il n'est pas Bamileke. Alors, quand on vient dire qu'ils ont les quincailleries, ils ne recrutent que les Bamileke, mais dites aussi que il y a des ministères ici, que du gardien jusqu'au ministre, c'est les mêmes gens. C'est eux. Dites aussi qu'il y a des concours ici. Obama, l'ancien directeur de Vision Canal, il a été refusé à un concours parce qu'il y a Nana. Il y en a. Parce que ce mot-là, nana, on l'a chassé. Je reconnais aussi, même dans nos universités, le tribalisme à outrance. Comme on dit, les Bamileke, rentrez chez vous. Et ça m'a permis de fouiller et je me suis rendu compte que non, nous sommes tous étrangers au Cameroun. Les seuls propriétaires réels du Cameroun, ils vivent encore dans les bois sacrés, c'est les Pygmées. Les Bamileke, autant que les Bassa, autant que les Douala et bien d'autres viennent d'ailleurs avant de s'installer ici. Pourquoi donc chercher des concepts inutiles? Qu'on pense comment faire pour développer notre pays, comment faire pour que dans les 50 prochaines années, que nous ne puissions pas être les sujets de critique des petits-enfants de 2-3 ans qui nous regardent. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire pour développer un pays? On met au centre la compétence. Compétence. Vous regardez la Corée du Sud, ne peut entrer dans les grandes écoles d'élite que l'élite intellectuelle. Et comment croyez-vous que dans notre pays, un enfant passe le bac avec 17 de moyenne, il échoue le concours de Polytechnique, par exemple? Est-ce que ça tient la route? Est-ce que c'est scientifiquement démontrable? Non. Comment expliquez-vous qu'un enfant passe le bac D avec 16 de moyenne, n'arrive pas à entrer au CUS? Il y a des choses qui défient quand même la raison. Mais tout simplement parce que les gens restent dans leur bureau, ils disent non, il faut qu'on donne un peu 2 personnes à telle région, il faut qu'on contente les régions. On ne développe pas un pays en contentant les gens. On développe un pays en mettant au centre les compétents et en donnant la chance à tout le monde. Vous entendez parler là comme l'impression qu'il y a une région qui est plus compétente que les autres. Non, je ne parle pas d'une région qui est plus compétente. Je dis tout simplement qu'on doit permettre à toutes les régions de se mettre ensemble. Parce que si on pense qu'il y a une région, c'est eux qui pensent en mettant l'équilibre régional. S'ils avaient dit, pour entrer au CUS, il faut 16 au bac. Au départ, toi, quand tu t'inscris, l'élève a dit, maman, je vais être au CUS. Les parents prendraient les moyens pour que leur enfant ait 16, non? Mais maintenant, si on sait que non, bon, j'aurai mon bac avec j'ai beaucoup d'élèves que j'ai enseignés ont eu leur bac brillamment. Ils sont en train de vendre les tomates au marché parce qu'ils n'ont même pas les moyens d'aller à l'école. Et après, quand ils vous voient, ils me disent, tout ce que vous m'avez enseigné, vous voici en train de vendre. Dans l'histoire mondiale, des figures comme Nelson Mandela, Patrice Lumumba, Samora Machel, Amiral Cabral, Jomo Kenyatta ou même George Washington ont été accusés de violence durant leur lutte. Peut-on aujourd'hui leur qualifier de Kambandis?
Non. Non, je disais tantôt qu'un héros, c'est quelqu'un qui a pu marquer son temps. Il a pu sortir par de la chimie qu'on ne peut pas scientifiquement démontrer, sortir du temps pour entrer dans l'histoire. Vous allez voir, je reviens un peu dans l'origine, il y a eu beaucoup de prophètes avant Jésus-Christ. Mais aujourd'hui, 2 milliards ou 4 milliards de personnes continuent à parler de lui presque tous les jours. Il a réussi à sortir du temps pour entrer dans l'histoire. Un héros, c'est celui qui a défié l'éternité. C'est-à-dire qu'il a pu rester malgré tout, qu'on le catalogue ou pas, qui ont posé des actes qui, de près ou de loin, ont contribué à les immortaliser. Ce n'est pas forcément des actes extraordinaires. Alors, vous allez citer Patrice Lumumba, mais je vais vous dire que un héros peut ne pas être un héros pour certains, mais un héros pour d'autres. Prenons le roi Léopold II, qui a fait couper les mains à 20 millions de Congolais. Mais il est un héros pour la Belgique. Il a fait violer des femmes, tuer des enfants, prendre des bébés vivants, jeter dans des fleuves. Il n'est pas un héros pour les Congolais, mais il est un héros pour la Belgique et même pour toute la France. Prenons Napoléon Bonaparte. Prenons le général de Gaulle. Le général de Gaulle qui est le père même de la colonisation aujourd'hui et même de néocolonisation. C'est un héros. Dis en France que tu es un exemple de général de Gaulle est une fierté. Mais est-ce que pour moi, le général de Gaulle est un héros? Non. Donc on ne peut pas, ça dépend de quel pan de l'histoire on se trouve. Mais je dis que même des gens que les églises canonisent et font appeler les saints ne sont pas des personnes parfaites. C'est qu'ils ont eu quelque part à poser des actes et 2, 3, 4, 5 personnes ont compris que cet acte-là a permis à donner du sourire à 2 ou 3 et on a fait de lui quelqu'un de héros. Le recours à la lutte armée dans un contexte colonial enlève-t-il automatiquement toute légitimité morale, politique et historique à un combattant de la liberté? Non. Pourquoi les NS, Rwandi et les bien d'autres ont fait recours? Ils n'ont même pas fait recours. Ils ont été matraqués. Je vous ai dit au début de mes propos que d'après des fouilles bien introduites, aucun historien sérieux, je pèse mes mots, ne peut traiter les indépendantistes, les lutteurs pour l'indépendance du Cameroun des grands bandits. Je ne veux pas m'apitoyer sur le sort des Net-Rwandis, mais je dis tous celles et ceux qui se sont levés pour dire non. Maintenant, pourquoi ils se sont retrouvés dans la brousse? On les a traités de bandits, parce que Makiza est très péjoratif quand même. Quand on vous dit que c'est un Makiza, même quand on était tout petit, ça veut dire que vous êtes des coupeurs de tête, non? Alors, pourquoi ils se sont retrouvés en brousse? C'est parce que les colons français les ont pourchassés. Quand le général de Gaulle ordonne 5 escadrons d'infanterie au Cameroun, je pense qu'un escadron, c'est entre 300 et 1300 hommes. C'était pour faire quoi? C'était pour venir avoir les enfants de cœur, des hélicoptères, chasseurs bombardiers T-26, utiliser des bombes, détruire des villages. Ce n'était pas pour ça. Et qu'est-ce que les autres devraient faire? S'ils sont des hommes dignes, ils devraient au moins se défendre. Est-ce qu'ils avaient des armes conventionnelles? Non. J'ai même entendu, en regardant sur les réseaux sociaux, toujours cette bamiphobie. Les gens disent que pendant la guerre, pendant la colonisation allemande, où étaient les Bamileke? Ils avaient fui, mais ce n'est pas vrai. Pour que les Allemands entrent dans l'Ouest, il a fallu 8 ans de guerre. 8 ans de guerre. Il y a Uyende de Bafoussam qui s'est illustré de manière héroïque. Il y a les Baham, il y a le Bafou, à Tchang, des gars qui ont pu dire non. Et il faut aussi dire aux gens que Douala Mangabel, pour mener sa lutte, a tendu les mains au Cameroun profond. Entre autres, les Baham, les Tchang et bien d'autres qui l'ont rejoint dans son combat. Dire qu'aujourd'hui, parce qu'ils n'ont pas fait recours aux armes, non, ils se défendaient. Ils étaient chez eux. Ils étaient chez eux. Lui, il vous dit qu'en 1961, c'était le combat. Mais le Cameroun était indépendant. Et pourquoi la France qui avait dit, ok, je vous laisse gérer vos choses? Et oui, on avait eu l'indépendance. Les militaires français faisaient encore quoi? Lui, il estime qu'il y a eu certaines dames, Christiane Moulinde, il a cité, qu'aujourd'hui, elle est victime, n'est-ce pas, des atrocités de M. Ernest Mondier. Regardez en Côte d'Ivoire, la crise post-électorale.
On a voulu imputer les 3000 morts au président Laurent Gbagbo, que je trouve que c'est un héros vivant. Après les investigations, on a compris qu'un leader ne descend pas pour faire. Lui-même, Gbagbo dit à la haie, il a pensé que peut-être les gens ont eu à commettre des exactions dans son dos et que ça lui porterait préjudice. Et après enquête, on a vu qu'il n'en était rien. J'aurais bien voulu, et je salue cette dame que je ne connais pas, je dis bien, il peut avoir des dégâts collatéraux. Et je vous le dis, mon grand-père, que je n'ai pas vu, mon père me parle toujours de lui, a été assassiné par les maquisards. Je ne suis pas du littoral, mais je suis de l'ouest de Cameroun, mais je ne suis pas tribaliste. Non. Mes amis sont Bassa, mes amis sont Yaoundé, mes amis sont Douala. Alors, mon grand-père a été assassiné. Notre concession familiale, qui est une chefferie, a été rasée. Et pendant des décennies, c'était la brousse. Mes tantes me racontent que le village, les gens vivaient paisiblement. Mais aujourd'hui, ces villages sont des brousses. Parce que pour fuir le désordre, les gens sont allés dans les camps. Alors, si cette femme paie aux âmes de leurs défunts, a eu cette blessure, elle devrait comprendre que si les Français avaient réellement donné l'indépendance, pas donné, avaient accepté que les Camerounais soient libres, il ne devait jamais avoir une guerre de l'indépendance. Ceux qu'on doit accuser ici, c'est les Français. Ce n'est pas les petits Camerounais qui n'avaient même pas d'armes, qui avaient des flèches empoisonnées, des cailloux, les lance-pierres. Comment pouvez-vous dire que les gens ont fait recours aux armes lorsque l'histoire nous raconte que les Africains, les Camerounais mettaient du piment pour y jeter sur le visage d'un blanc, parce que le blanc a les kalachnikovs et vous venez avec le piment et les cailloux. Ils ont fait recours. Qui a la responsabilité de définir qui était un héros? L'histoire, le temps. Vous savez, j'aime à dire à mes étudiants et à mes élèves que il faut faire des choses qui marquent. Vous, je vous connais, vous avez commencé votre émission directement, vous êtes en train de marquer. Mais il y en a qui ont commencé avant vous. Parfois même ils sont plus talentueux que vous. Et ils ne sont pas en train de marquer. Ça permet de nous parler au côté, sur le plan même humain, l'aura, l'énergie qu'on dégage. Nous sommes nés peut-être de la même façon, mais nous ne sommes pas pareils. On refuse, un jour, vous me permettrez de m'élancer sur la spiritualité africaine. On fait comprendre que nous sommes égaux. Non, il y en a des génies parmi nous. Alors, nous devons nous poser la question de savoir pourquoi ce n'est que Denis Zouandi qu'on parle beaucoup plus. C'est vrai qu'on parle des autres, mais lui, vous savez qu'il est au centre du débat. Et même la nature peut utiliser ce monsieur-là pour l'élever plus. Pour l'élever, parce que depuis qu'il a dit ça, il y a eu une vague de contestation. Même, comme je vous suis tellement, pour que vous puissiez poster votre émission, même la nature ne voulait pas que cette émission aille sur les réseaux. Je vous ai vu demander pardon écrit, parce que je suis un de vos followers. Alors, ce que nous faisons avec l'énergie que nous dégageons peut impacter à jamais l'histoire. Et ça ne dépend pas de nous. Voilà pourquoi j'ai dit, on ne peut pas parler d'un truc extraordinaire, l'effet extraordinaire, parce que ça relève du côté métaphysique. Mais réellement, les grands hommes défient l'éternité. Et lorsqu'ils défient l'éternité, la nature récupère, parce que la nature nous rend ce que nous lui avons donné, les rancunières. Si la nature l'a catalogué comme un homme spécial, alors, tôt ou tard, quelqu'un d'autre, même 50 ans, 500 ans plus tard, dira, ce monsieur avait existé. Et lorsqu'il va commencer, ça va aller. Ici, il y a peut-être 10 ans en arrière, les gens ne connaissaient plus qui était Denis Zouandi. Mais depuis que ce monsieur est remonté sur le plateau, on dit, oh, les gens ont commencé à fouiller, on a commencé à creuser, et on a compris que, qu'est-ce qu'il raconte là? Et ça l'a fait raviver. Je vais vous expliquer autre chose. Le gars Kouka, pendant la CAN, Lumumba s'est réincarné en lui. L'avez-vous pas vu? Il est devenu la star. Pour finir, même les Marocains ne voulaient plus qu'il rentre. Plus loin, à côté de nous, quand tout le monde, on tuait, je dis n'importe quoi, on assassinait Thomas Sankara, on savait que c'était terminé, non? Aujourd'hui, pour être normal, on sent, si les gens peuvent voir la réincarnation, on dirait qu'il est revenu dans la peau d'Ibrahim Traoré. Ni les hommes, ni les politiques, ni qui que ce soit ne peut définir qui est héros. Parce que les grands héros célébrés dans le monde parfois étaient des pires criminels. Je vous ai expliqué. Et ça dépend de quel temps de l'histoire on se trouve.
Gandhi, en Afrique du Sud, a dit que les Noirs sont des kafirs. Il faut la suprémaciste blanche. Et il est un grand héros pour les Indiens. Nous sommes d'accord. Quand il écrivait à Hitler, considéré comme le pire dictateur au monde, lui qui était pratiquant de la non-violence, il disait « Dear friends ». Cher ami en français. Donc ça dépend de quel pan, de quel côté du leçon on se trouve. Mais sans être raciste, sans être tribaliste, il faut regarder ce qu'on a, les œuvres qu'on a posées. Est-ce que ces œuvres-là parleront toujours de nous? Je suis sûr que vous, il y a un de vos anciens que vous n'avez jamais oublié. Et il y en a parfois qui étaient plus talentueux, mais un seul vous a marqué comme ça, vous ne savez même pas pourquoi. On peut se poser la question, on peut définir comment on fait pour tomber amoureux. Je veux bien comprendre. Il y a 50 filles, mais votre cœur commence à battre pour une. C'est la loi de la vibration, la loi de cause à effet, beaucoup de choses que l'occasion nous permettra de... Est-ce que vous pensez que ce type de déclaration contribue à une lecture honnête de l'histoire de notre pays ou qu'elle participe juste à une banalisation de la violence coloniale et de ses crimes? Moi, je pense que venir au XXIe siècle, traiter quelqu'un qui a donné sa vie, dire même que si son combat était légitime, ses enfants continueraient, c'est comme si l'héroïsme est héréditaire. Je vous parlais là des gens qui ont de l'étoffe. Vous pouvez dire n'importe quoi. Moi, je ne suis pas parmi les églisiens. Il faut qu'on reconnaisse que Samuel Eto'o a quelque chose que les autres n'ont pas. Ça, il faut le reconnaître. Vous direz n'importe quoi, il faut comprendre que Didier Drogba, j'ai regardé la finale de la CAN, après la victoire, c'est Drogba que la Côte d'Ivoire a célébré. Il n'a jamais eu la CAN. Mais c'est lui que la Côte d'Ivoire a célébré. Les hommes naissent avec des missions. Les hommes naissent avec de l'étoffe. Même le président de la République, rien ne le présageait à un destin de président de la République. Après, quand vous enquêtez, moi je fais dans la recherche. Mais aujourd'hui, contre toute attente, quand on disait qu'il n'avait pas fait 6 mois, nous sommes à 43 ans, à bientôt 50 ans. Donc, on ne peut pas se lever un matin parce qu'on a bien joué au TSC et on est content, on a peut-être gagné quelque chose. On se dit que non, c'était un grand bandit. Non, on n'a pas besoin. Et on veut même être élu. On veut même aller dans ce Mongo qui, depuis longtemps, a été le bastion et le fleuron même de la lutte indépendantiste. Pourquoi? Parce que dans cette zone-là, c'est une zone cosmopolite. Plus loin, la langue qui, à l'époque, dans cette zone, c'était le pidgin. Donc, ça pouvait permettre à tout le monde de s'écouter et de se parler. Donc, ils ont compris, ces lutteurs indépendantistes ont compris qu'il fallait aller où on pouvait mieux se faire comprendre pour que le message passe vite. Ils ont déshabillé de leur manteau, de Bamileke, de X ou Y, pour se retrouver là-bas. Donc, plusieurs observateurs estiment que les prises de position répétées de M. Abel Elibi-Lobe donnent l'impression d'une hostilité particulière envers la communauté bamileke. Comment analysez-vous cette perception et dans quel danger cela représente-t-il pour la cohésion nationale? Depuis, je pense que ça a vraiment pris l'ampleur en 2018, lorsque le professeur Maurice Kanto s'est présenté aux élections présidentielles et que le MRC a commencé à s'implanter comme une véritable force de l'opposition. On a commencé à parler de la suprémaciste bamileke et trouver que non, c'est les talibans, c'est les tontinards. Je rappelle que Simone Evile Gbagbo avait dit on doit copier ce que les bamileke font, parlant de la tontine. Ils n'ont pas de banque. Ils ont une autre façon de faire de l'économie. Et on devrait plutôt se pencher à étudier cette façon de faire l'économie parce que ça peut être notre modèle économique et notre modèle de développement que de passer à faire des tyrannies qui ne tiennent pas là. Plus loin, les personnages comme les Libye vont penser que non, les Bamileke ont envahi Douala, ont dépossédé les Douala de leur terre. De l'autre côté, vous voyez la haine avec laquelle, viscérale, qu'il a même pour un mort, alors que lui, il célèbre Jésus qui est ressuscité. Paul qui ne vit plus, il célèbre le roi David qui était aussi un tueur, parce qu'il a même pris la femme de son soldat, alors qu'il avait beaucoup de femmes. Il célébrera tous ces grands-là, qui aussi ont des casseroles. C'est ce que je voulais dire. Alors, il faudrait qu'on occulte ce débat-là de la scène politique. Nous sommes tous des Camerounais, nous n'avons qu'une seule nation, le Cameroun.
qu'on soit n'importe où, on est Camerounais. Maintenant, ça brise, ça fracture la cohésion sociale. Puisque même la diaspora est divisée. Et ce matin, j'écoutais quelqu'un qui disait « Oh, il dit que c'est eux qui travaillent seuls. C'est les Bamileke, c'est eux qui sont les plus intelligents. » Vous voyez, ça crée une confusion à nul autre pareil. Que ça soit même du côté des Bamileke, parce que quand nous on était tout petits, nos parents appelaient les quoi. Et là, le synonyme de quoi veut dire, entre guillemets, paresseux, les gens moins importants, en tout cas pas sérieux. Et il ne fallait pas ce brassage culturel-là. Quoi, ça ne suffirait pas étranger? Bon, non, étranger un peu plus loin. Un peu plus loin, quand on parlait quand il disait beaucoup plus quoi, il ne parlait pas d'autant pour les nordistes. C'est vrai qu'on a voulu dire que c'est les étrangers, mais quand vous allez sur la racine du mot, c'était un peu plus fort que ça, puisque quand on est tout petit, si tu venais à la maison avec une fille quoi, le père du coup se braquait. S'il se braque, ce n'est pas forcément parce qu'elle est étrangère, mais c'est parce qu'il se dit que cette fille n'est pas sérieuse, elle ne peut pas donner du bonheur à mon fils, elle ne peut pas. Je ne l'ai pas vu réagir autant envers les nordistes ou d'autres tribus, et que c'est une erreur de leur part aussi. Nous sommes tous des Camerounais, il y a des bons, il y a des mauvais. Et le Cameroun se construira par ses fils et ses filles. Je milite pour l'idéologie selon laquelle la méritocratie. Point final. Que tu sois du nord, du sud, de l'est à l'ouest, on a besoin des gars compétents ici. What do you know? Tu sais faire ça? Oui, vous êtes 50 millions, vous passez au terre, vous méritez, vous passez. C'est en cela qu'on va construire le Cameroun et qu'on évite des débats qui vont entrer dans la tribalisation et ramener des choses qui ne tiennent pas la route sur la scène politique. J'aurais voulu, je ne suis malheureusement pas politicien, que ces gars qui partent aux élections législatives, qu'ils arrêtent de dire non, le président de la République a donné 10 chaises à l'Ouest. Et si on n'a que 3, non. On doit attaquer les problèmes de conditions de vie au Cameroun, les routes. Nous allons y revenir. Donc ça dit qu'en un seul mot, est-ce que ça donne l'impression que M. Elie Bilobert est hostile contre lui? Non, M. Elie Bilobert, il faut le dire avec les mots et avec des mots très simples et qui ont un sens. Il est foncièrement tribaliste et il a une haine viscérale contre les Bamileke. Il ne faut pas se le leurrer. Il ne faut pas se le leurrer. Il peut le dire d'une manière ou d'une autre, mais pour lui, il n'aime pas ce peuple-là, que sont les Bamileke. Est-ce que vous avez trouvé la raison? Bon, je ne comprends pas. Je pense qu'au départ, il disait que les Bamileke étaient à Douala, ils se sont accaparés des terres et bien d'autres. Parce que même quand, devant vous, il vous dit quoi? Gwandi est heureux, c'est vous les Bamileke. C'est vous. Quand j'ai bien regardé l'émission à plusieurs reprises, mais qu'est-ce qui se passe en fait dans ce pays? Il a, je ne sais pas, ce néologisme, la bamiphobie. Non, et vous allez voir, quand il veut s'adresser, il s'adresse au peuple Sawa, au peuple. Non, quand on veut être un élu du peuple, on n'a jamais dit un député est un élu d'une région, on dit élu du peuple. Ça veut dire que le législateur a voulu éviter la tribalisation. Nicolas Sarkozy, critiquant l'élection aux États-Unis, va dire Trump s'est adressé aux Américains. Kamala Harris s'est adressé aux Noirs qui étaient aux États-Unis. Regardez la différence. Trump s'est adressé à l'électorat américain. Make America Great Again. L'autre disait plutôt non, je suis noir, c'est notre tour maintenant. Et tout. Elle a perdu de manière drastique. Que mon grand frère Albert Elie Bilobert nettoie son cœur de la haine. Je crois qu'il est chrétien. Et si mes souvenirs sont exacts, ses parents devaient être de la religion des témoins de Jéhovah. Qu'ils comprennent, comme a dit Jésus-Christ dans la Bible, que celui qui n'a jamais péché jette la première pierre. Je peux croire que Ernest Wandi, dans le combat qui était le sien, aurait eu des exactions, mais ça n'occulte pas le fait qu'il avait une pensée positive pour le Cameroun. Et que jusqu'aujourd'hui, ce dans quoi nous sommes, c'est la conséquence de n'avoir pas bien fait les choses il y a 50 ans. Tout à l'heure, vous avez parlé de l'équilibre régional. Ça revient régulièrement dans les débats publics, notamment sur la forte représentation de certaines communautés, vous l'avez dit, dans des postes de responsabilité au sein des entreprises publiques. Vous avez dit tout à l'heure du gardien jusqu'au plus haut gradé. Ce débat est-il légitime ou est-il souvent instrumentalisé politiquement? Non, c'est une réalité, c'est une peinture de notre société.
Vous allez voir, parce que quand il le dit, il faudra aussi que le préfet de Vouly soit un doigt là. Il fallait aussi que le gouverneur de la région du littoral, entre guillemets, de toutes les régions, si à Bafan, si ça doit être, je vais dire quoi, à Bafoussam, ça doit être un originaire de l'Ouest, à Yaoundé, et ainsi de suite. Non, nous sommes dans une république. Je dis autant, il doit critiquer les Bamileke, ce n'est pas seulement les Bamileke, les nordistes aussi, quand ils ont leur entreprise, ce n'est que les nordistes aussi. Là, quand on arrive, les musulmans, c'est les musulmans. Les églises de Revers, c'est les églises de Revers. Le pasteur recommande les gens. Ce sont des réalités sociétales. Est-ce que ce n'est pas dangereux? C'est très dangereux, parce que ça ne met en rien, ça ne met pas en lumière la compétence. Je connais des entreprises ici que pour y travailler, il faut appartenir à l'église du patron. C'est du sectarisme. Oui, tout court. Maintenant, je connais des entreprises, justement, comme il le dit, que même parmi les Bamileke, pour y travailler, il faut être du gars du village. Il faut être Tchang pour travailler là-bas. Il faut être Bafam. Donc, quand tu entres du dépôt, ton on te recule le matin, tu comprends que tu es étranger. J'ai dit parmi les Bamileke, tout le monde parle d'autres langues. Mais ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Où est la compétence? Où est la compétitivité? Où est la compétition? Quand on parle des génies des dragons de l'Asie, quand vous voyez comment ils ont réussi à se développer, ils n'avaient pas dit que non, tu es originaire. Non. Ils ont fait tabula rasa sur des élucubrations, les considérations ethniques. Ils ont mis au devant, et ça a blessé beaucoup de personnes, la compétition. Si vous avez 2 enfants, vous commencez à dire non, mon fils il est plus beau, je l'aime plus. Je vous le garantis à 95%, il deviendra fainéant. Mais si vous avez 2 enfants, ou 4 ou 5, chaque fois que vous avez un morceau de pain, vous dites, ou bien vous dites à l'enfant, tu as 17, tu as un gâteau. Vous allez voir, et chaque fois il va travailler pour avoir 17. Chaque fois il va travailler, il a besoin d'un gâteau. Si on avait dit dans ce pays, le président de la République, par exemple, avait dit, le concours, je dis n'importe quoi de l'ENAM, appartient aux 10 meilleurs bacheliers au Cameroun. Pour entrer là-bas, tu dois avoir 18 ou pas. On devait voir. Même si c'est la région du Septentrion. Ils ont mérité. Voilà. Je prends un exemple simple. Quand on le dit, qu'est-ce qui peut coûter aujourd'hui à Madame la ministre de l'enseignement secondaire de recevoir les 50 meilleurs bacheliers au ministère qui ont eu la mention à partir de celle les encourager? Qu'est-ce que ça coûte? Il y a des instituts qui organisent... Oui, mais c'est fébrile. C'est fébrile, oui. Il y a Kadi, la fondation Kadi même qui organise pour recevoir les enseignants et tout. Mais je dis, de manière institutionnelle, qu'on sent que chaque année, après la programmation du ministère du Bac, il y a la nuit des lauréats organisée par Madame la ministre pour célébrer l'excellence. Parce que ce sont ces enfants-là qui deviendront des ingénieurs demain. C'est la pépinière. Alors, quand un enfant n'a pas de motivation, sa seule motivation, c'est son père. Ou encore son grand frère qui est à l'étranger. Parce que c'est ça la monde. Nous sommes dans ça avec là. Mon oncle, si je parle le bac, avec mon son, j'irai à l'étranger. Vous voyez cet enfant se battre comme un lion. Mais si un enfant savait que si je passe mon bac avec 17, je vais aller saluer Madame la ministre. Tout simplement comme ça. On n'a pas demandé d'avoir quelque chose. Le président de la République va me recevoir. Cet enfant devait donner le meilleur de lui-même. C'est un pan de solution pour permettre. Si on savait on dit aujourd'hui le classement de l'Office du baccalauréat du Cameroun, pourquoi le président de la République ne reçoit pas les 100 meilleurs établissements, lycées, collèges, au palais? Pourquoi ce n'est que les joueurs qu'on doit recevoir? Les enseignants même qui travaillent nuit et jour. Donc tout commence par là. Dans toutes les couches de la société, il y a un problème de favoritisme. Je me bats, j'ai mon entreprise, je prends mon frère, je prends les gens de chez moi. Et puis c'est pas bien. Là, est-ce que vous rejoignez Dibilo? Non, je ne le rejoins pas. Je ne suis pas tribaliste. Je lui parlais je dis que même les Bamileke font pire. Même les Bamileke. Je ne suis pas qu'un voilà pour ouvrir son entreprise et recruter un Bamileke. Je connais un ami là, il fait dans les médicaments. Quand on vient dans son entreprise, il est ici à côté de l'immeuble Hogbelin, là où il y avait l'ancien LTN. Quand on venait là-bas, c'est banal et voilà, tout le monde est là. C'est ce qu'on a inculqué dans la tête de nous. Non, on doit permettre... Ce sont les compétences qui devraient plutôt prévaloir. Okay. Et est-ce que répondez-vous donc, selon vous, des débats identitaires et communautaires ne servent-ils pas parfois à détourner l'attention sur les véritables enjeux, le chômage, le manque d'emploi, l'électricité et tout? Parce que nous sommes à l'approche des élections législatives et municipales. Oui. On a constaté qu'à chaque élection qui approche, il y a toujours ça qui fait. Ce débat qui est le sujet, non, mais je dis encore,
Il y a 12 pays en Europe qui sont encore presque des monarchies. Il y a 2 jours, j'étais en train de réfléchir, est-ce que la démocratie était même le moyen sérieux pour développer l'Afrique? Plus loin, je comprends que même nos élus se nourrissent de ces genres de débats. Parce qu'avant qu'on ne supprime les budgets pour les micro-projets à l'Assemblée nationale, on devrait quand même demander des comptes après un certain an à un député. Qu'as-tu fait? Notre frère Jean-Jacques Bertrand mène un combat farouche contre l'insalubrité. J'étais ahuri, mais là je me suis demandé, j'ai posé la question, qu'avons-nous fait au bon Dieu? De fois qu'on a, le ministre de l'administration territoriale a sorti des brouettes pour dire, mais c'est pourquoi faire? De l'autre côté, rapidement, madame la ministre de l'Habitat a mis des voitures dehors. J'ai dit, mais attention, si on est dans un pays, si on devait l'arrêter, pourquoi donc laisser les gens dans des villes qui empêchent d'odeur, alors qu'on pouvait le faire? Ils vont avoir de la malaria et autres. Maintenant, vous voyez que c'est des solutions à la va-vite. On devrait plutôt penser que nous sommes dans un climat tropical. Lorsqu'il y a ceci, avoir des ingénieurs justement qui sortent dans nos écoles, étudier comment faire pour que ces ordures-là puissent nous aider, par exemple, à faire du biogaz, à faire X ou Y, et puis regarder, et à mettre maintenant sur pied une véritable politique pour rendre nos vies propres. Ne pas tout simplement dire, celui qui jette encore un bout de papier au sol, il aura garde à vue, toujours des menaces et des primates. Donc, ce débat, je vous dis, détourne l'attention des vrais problèmes. Le taux du chômage. Et l'autre jour, je regardais un documentaire en France, France 2, les 4 premiers pays qui ont immigré au Canada. Le Cameroun est 4e. Le Cameroun est 4e. Alors que l'Inde est premier, la Chine 2e, et Philippines 3e, le Cameroun avec plus de 10 millions. Plus de 10 000. Et on estime à plus de 200 000 Camerounais qui sont entrés entre 2020 et 2025. C'est quand même grave, non? On ne compte pas les autres pays de l'Europe. Donc le vrai problème, c'est le problème. Comment faire pour que nos cerveaux ne fuient plus? Comment faire pour que nos routes... On est en train, Brice, en train d'arranger l'autoroute Douala, à Yassala. Avant d'arriver à l'entrée Casa, la route, il y a des trous derrière. Je vous prends, quand vous prenez première entrée, borne 10. À borne 10, il y a un très grand rond-point. C'est un stade. Je ne sais pas pourquoi on doit faire aussi grand rond-point. On descend nos machines, on passe un autre stade. On arrive à l'entrée B, un autre stade. Et à côté de ces ronds-points-là, la route est carrément impraticable. C'est des vrais sujets. Les gens ont de la toux, les gens ont de la tuberculose parce qu'ils aspirent ces poussières-là. C'est des vrais sujets. Parce qu'il y a un problème de vouloir mal faire dans ce pays. Il faudra que ça cesse. Et ne pas lui dire, c'est cautionné. Et j'ai pensé que, par votre tribune, parce que très souvent je reçois des invitations, mais je refuse. Pourquoi? Parce que la ligne éditoriale, elle est politisée. Vous venez, j'étais dans un plateau la dernière fois, presque même les opposants avaient le parti de pouvoir pour me combattre. J'étais surpris parce que je disais, ils avaient inventé le slogan de les panafricanistes. J'ai dit que mais un panafricain ne devrait pas soutenir les dictateurs. C'est ce que vous faites en Afrique. Vous devez plutôt aider les chefs d'État au nom de la souveraineté à mettre le peuple à l'aise. Donc on doit parler. J'aurais voulu que mon grand-père Albert Libule me dise, moi candidat dans le Mongo, je me battrai pour qu'on ait de l'eau à l'Assemblée nationale. Je ne me battrai pas se battre très rapidement pour que son colistier puisse avoir un salaire. Non, je me battrai pour qu'on ait ceux qui m'ont voté aient de l'eau. Je me battrai pour qu'on ait de la lumière à temps. Je me battrai pour que les routes dans notre pays. Je me battrai. Que nous allons sortir. Que répondez-vous à ce concept d'autochtone allogène? Que si vous êtes un ressortissant d'une région, si vous voulez participer à une élection locale, vous devez rentrer chez vous. Que pensez-vous à ça? Moi, je pense que c'est une expression, cette expression est creuse et vide de sens. Je l'ai dit en début de cette émission que nous sommes tous des étrangers au Cameroun, on n'a pas les pygmées. Je vous ai fait une litanie de ce que la compétence devrait être. Il y a des Noirs qui ne sont pas natifs dans certains pays européens qui sont des maires. Barack Obama, je crois qu'il n'est pas américain 100%. Il était président des États-Unis. Il y a même des Camerounais qui sont maires au Canada. Voilà. De l'autre côté, Nicolas Sarkozy, je pense qu'il est hongrois, il est de l'Hongrie. Il était président en France. Et quand on regarde beaucoup de Français, ils ne sont pas des Français de souche,
Même Benalla, le gars du parti social, du parti de Marine Le Pen, il a des origines algériennes. Il a des origines algériennes. Et il y a eu une Sénégalaise qui a été ministre dans le gouvernement de Nicolas Sarkozy, le premier gouvernement. Ce sont des problématiques qui n'ont pas leur place. Est-ce que moi, Kanoudi, Faustin, originaire de l'Ouest Cameroun, je peux être maire, je ne serai pas candidat malheureusement, je peux être maire dans Douala 3e et rendre la ville de Douala 3e plus attrayante? C'est ça le plus important. C'est le plus important. Est-ce que Brice peut, aujourd'hui, on peut lui confier la CRTV, malgré qu'il soit entre guillemets youtubeur, mais il fait des choses bien, on peut le prendre à la CRTV pour qu'il apporte ses connaissances pour que nous soyons une chaîne de télé purement panafricaine, comme ce que je vois en Côte d'Ivoire. Oui, c'est terminé. Et ça va susciter un sentiment de compétition, pas de concurrence, de compétition à la nouvelle génération. Gars, si je dois manger, je dois mériter. Si je dois manger, je dois faire ceci. Gars, je dois compétir. Je dois. Et on va arriver là. Mais si on m'a dit que non, tu es à Douala, quelqu'un est je dis n'importe quoi, dans le Mongo. Il est né là-bas. Il a 70 ans. Il vit là-bas. Dis-moi par quelle opération de Saint-Esprit on doit empêcher à ce monsieur-là d'être maire, d'être député. Qu'a-t-il fait d'être né là-bas? C'est un crime d'être né là-bas. Ils sont là nombreux. J'ai des cousins, j'ai des frères qui sont nés là-bas. Ils ne connaissent même pas dire bonjour à une langue maternelle à l'ouest. Mais ils sont nés à Douala, ils connaissent Douala, ils sont avec les amis Douala, ils parlent Douala, ils sont avec eux. On commence autochtone. Non, c'est un débat vif. J'ai même vu un très grand député dans ce pays qui a fait un livre sur le libéralisme communautaire, qui est un machin. J'ai lu ce livre-là, qui est un machin en réalité. Et pourquoi vous pensez que le libéralisme communautaire est un machin? Non, c'est-à-dire que c'est un machin. Chaque communauté, on devait se développer par communauté, non, ça n'a rien à voir. Si on donne la chance, justement, qu'on est en train de dire à certaines régions, de dire que mettez-vous ensemble, on a 5 ans. On parle là comme ça de Cabral Libye. Bien sûr, c'est lui qui a écrit. Ok, et parlant même de Cabral Libye, comment réagissez-vous à cette actualité brûlante où il déclare en fait que il a félicité le président Paul Biya lors de l'élection présidentielle, et le deuxième, aujourd'hui, il reconnaît que le Conseil constitutionnel a proclamé M. Issa Chiroma Bakary et que celui qui n'est pas content saute des cannes en l'air. Comment réagissez-vous? C'est un cuiste, il est condescendant. Et je dis, c'est parce qu'on a montré dans ce pays que lorsqu'on se bat jusqu'à on trouve une petite place sous le soleil, on dit que les autres sont des animaux. Dans des vraies démocraties, tu ne peux pas t'adresser comme ça à un électorat. En France, le même jour, ta cote de popularité baisse. Je peux comprendre son éloquence. Dire que celui qui ne veut pas sauter cale en l'air, au choix des élections, il a dit I am the third. Je dis ces expressions. I am the third, il a dit en anglais. Il n'avait jamais dit qui était premier. Et là, ça peut prêter à ce que les gens disent qu'il était un roublard. Je ne voudrais pas vivre ce que vous vivez maintenant parce que je sais que ces lieutenants sont en train de vous pourchasser. En 2018, il va dire au choix du scrutin que c'est un candidat de l'opposition qui a gagné les élections. Mais il ne va jamais dire qui. Il est un jeune qui aspire à diriger le Cameroun. Mais non, on doit être sérieux. On doit être sérieux. Il dit, pourquoi il précise que j'ai félicité le président Paul Biya désigné par la Cour constitutionnelle. Il fallait dire qu'au regard des PV à ma disposition de mon parti, président national du PCRN, le président Paul Biya avait gagné les élections. Vous croyez qu'il y a une volonté de cacher la vérité? Mais il y a une volonté de cacher la vérité, ça sort aussi, non? Et maintenant, un autre de manière maladroite, il sort, j'ai omis. Même au niveau de droit de naissance, il doit quand même respecter Issa Chiroma Bakary qui peut avoir l'âge de son père. Nous sommes des Bantous, non? Donc il ressort un communiqué, j'ai omis de manière narcissique et tourne en dérision la victoire d'Issa Chiroma Bakary. Je ne sais pas, je n'ai pas à ma possession les PV, mais pourquoi Cabral Libye ne s'est pas offusqué après les tueries de la crise post-électorale? On parle d'une vingtaine, mais on parle de vies humaines. Je connais un jeune à Newbel qui allait regarder le Classico, qui en a perdu la vie, il n'était rien dans ça. On va dire que le gouvernement camerounais est criminel. Je ne sais pas, parce qu'il faut revenir là-dessus. On parle de presque 1985, c'est les chiffres du MINAC
des jeunes qu'on a attrapés, ça veut dire quand même que c'était sérieux. Qu'est-ce que lui, il dit en tant qu'un leader, en tant qu'un jeune? Est-ce qu'il s'est levé pour dire on ne peut pas continuer à dessiner ces jeunes-là de cette façon-là? Non. Dit que la Cour constitutionnelle a décrété Probia, ce n'est pas nouveau. C'est pas nouveau, tout le monde a vu. On a aussi vu le président de la Cour constitutionnelle, M. l'honorable, dire à ses enfants, vous devez féliciter votre père pour avoir fait le bon travail. Il ne devait pas se féliciter parce qu'il est président de la Cour constitutionnelle, il travaille au nom de la nation. Il ne devrait pas laisser cette vidéo-là fuiter comme cela. Moi, je dis, notre pays a besoin de se reconstruire totalement, sur tous les aspects. Kabal, lui, devait d'abord commencer par nous donner le bilan de ces 7 ans. Qu'a-t-il fait? Oui, peut-être on dit même que le président de la République ne travaille pas. Lui-même, il a eu 7 ans. Donc on lui a donné un mandat, non? Qu'a-t-il fait? Bien, nous avons sorti M. Faustin. Donc, pour conclure, quel message adressez-vous aux Camerounais et en particulier aux jeunes, afin qu'ils ne se laissent plus piéger par des polémiques identitaires au détriment du combat principal pour la justice sociale? Bon, je vais dire la même chose que je dis tous les jours dans mes salles de classe. J'ai dédié toute ma vie à la jeunesse et mes élèves qui me regarderont et même mes étudiants comprendront que je suis extrêmement vrai dans ce que je dis. Moi, je pense que pour aller loin, il faut ménager sa monture. Ça prend peut-être du temps, mais on arrive très souvent. Pour que l'Europe du 19e siècle se développe, il y a eu le recul de l'esprit religieux, la collaboration entre les chercheurs, il y a eu évidemment la croyance en la toute-puissance de la science. Nous sommes en train d'aller vers l'intelligence artificielle, les révolutions énergétiques, les révolutions numériques qui vont de l'ordre de la science et de la technique. Et si nous restons les bras croisés en suivant des pseudo-politiciens qui, en réalité, sont beaucoup plus pouvoiristes, qui cherchent la politique du ventre, voilà, on se bat pour être député et on dira « je n'ai plus faim ». Non, prenez votre destin en main de manière pacifique, travaillez, et aujourd'hui, vous avez la chance d'avoir les réseaux sociaux, il y a des milliards de tutoriels, tant sur YouTube, tant sur Google, vous pouvez là-bas apprendre. Il faut challenger plus tard les autres et il faudrait qu'on sache, c'est une vérité, que le Cameroun vous appartient et c'est vous, le Cameroun de demain. Ok. Merci, M. Faustin Kamgué, de nous avoir accordé votre temps. Merci beaucoup. Ok. Merci, mesdames et messieurs, de rester jusqu'à ce niveau. Merci de toujours choisir Cameroun Investigation pour vos services. Nous avons reçu aujourd'hui M. Faustin Kamgué, qui est historien et enseignant, et qui est chercheur, autant pour moi, et enseignant. Il a donné des éléments de réponse concrets sur les déclarations de M. Abel Elibi Lobet. Si vous êtes également un enseignant ou un chercheur ou un homme politique et que vous souhaiteriez apporter des éléments plus complémentaires aux différentes déclarations de M. Abel Lobet qui a heurté la sensibilité de plusieurs personnes, vous pouvez nous contacter et nous prendrons contact avec vous pour pouvoir, n'est-ce pas, organiser un droit de réponse. Alors, mesdames et messieurs, merci de toujours nous suivre ici et on se retrouve la semaine prochaine avec un nouvel invité. Bien le bonsoir.